Donc, je vous propose qu'on commence, hein, ça fera venir ceux qui errent dans les couloirs. Donc, une table ronde sur intitulée Le corps, la douleur, la conduite à risque, quelque chose qui ne va pas complètement de soi, certainement. D'une part, je voulais aborder la question du corps, mais vraiment le corps lui-même, hein, pas l'image du corps, parce qu'on est un peu, à mon avis, un peu trop envahi par la question de la représentation du corps dans les médias. Mais là, vraiment, la douleur, c'est vraiment une expérience intime. Et puis, il y a eu ces derniers temps, comme ça, une série d'alertes. Hein, par exemple, à un moment, on se dit « Ah, le fentanyl, est-ce que ça arrive en France ?» Une espèce de panique autour de ça. Et je pense que ce type de panique, bon, oui, si on cherche le fentanyl, on va finir par le trouver quelque part, mais en réalité, c'est assez epsilonesque en France, mais que ce genre de panique peuvent finalement dissimuler d'autres problèmes. Hein. Il y a 11 millions de personnes en France qui se voient prescrire des antalgiques opioïdes. Parmi eux, il va y avoir un certain nombre de personnes, pas forcément bien identifiées, qui vont se retrouver en difficulté. Et ça va être un peu aussi des monsieur, madame, tout le monde. Hein. Je discutais avec la responsable du XAPA Cap 93 au Blanc-Ménil et qui me disait, ben, dans ma file active, hein, de mon centre de soins pour toxicomanes, à côté des craqueurs, des cocaïnomanes, etc., j'ai un certain nombre de femmes, d'hommes qui sont des gens qui travaillent, qui sont insérés, qui ont des boulots durs, qui ont eu des pathologies et puis qui ont à un moment rencontré ces opioïdes et qui sont allés au-delà des prescriptions et qui à un moment rencontrent une difficulté qui est que avec l'accoutumance, le traitement de la douleur est de moins en moins efficace. Donc ils se retrouvent avec la douleur plus la dépendance. Donc on a un profil un peu de gens, monsieur tout le monde, qui... enfin, pas tout à fait monsieur tout le monde, c'est aussi un peu les travailleurs essentiels. Hein, des gens qui ont des travaux très, très durs, parce que là on est au Blanc-Ménil, mais ça pourrait être monsieur tout le monde. Et donc, pour ça que j'ai invité Moustapha Ben Slimane, qui est l'ancien directeur du XAPA Novadonna et Carude, et puis oui. Et aussi l'ancien rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Le Flyer, qui était le bulletin liaison entre les Carudes et les XAPA, qui a très tôt alerté sur cette question de l'usage des opioïdes, qui a vraiment été, comme je lisais, j'étais sensibilisé assez tôt à cette question. Donc, je précise que Moustapha n'est pas médecin, parce qu'il m'a tout de suite dit « Oui, mais est-ce que tu veux pas un médecin, je peux te conseiller, etc. » Je dis « Ouais, ce sera passionnant, mais on n'y comprendra rien. Donc non, je veux que ce soit toi pour parler de cette question des opioïdes, et qu'est-ce qu'il en est de manière très claire. » Et puis, aussi sur le mode je voulais aussi aborder la question de la douleur en contrepoint. Notamment parce qu'elle traverse la question des conduites à risque. Hein. Je pense notamment au travail de David Le Breton, qui est un auteur central pour ceux qui s'intéressent aux conduites à risque, hein, et qui notamment a écrit un bouquin qui s'appelle « La peau et la trace », où il évoque un certain nombre de comportements, comme les scarifications, les gens qui se font des tatouages partout sur le corps, enfin, ce qui est quand même douloureux. Hein, surtout sur certaines parties du corps, quoi. C'est peut être ou des gens qui font du body art, des performances physiques comme ça, mais qui sont des pratiques qui ne sont pas assimilables à du masochisme. Hein, et notamment dans les témoignages qu'il recueille auprès de personnes qui sont dans des conduites de scarification, que ces personnes expliquent que finalement s'infliger une douleur, ça leur permet de réguler l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose qui vient vous submerger. Vous ne pouvez pas la contrôler. Par contre, la douleur, jusqu'où vous allez enfoncer le cutter,
ça, c'est vous qui contrôlez. Et dans la question de la douleur, finalement, elle est d'autant plus simple. Alors, il y a un côté physique, puis il y a un côté aussi que plus on est envahi par des angoisses, plus... C'est un peu mystérieux, hein, la douleur, elle peut être énorme en raison aussi de sa capacité à nous envahir d'angoisse. Et par contre, finalement, la douleur, on peut composer avec. Et il y avait aussi des alertes alors, sur l'usage d'opioïdes dans le contexte des salles sportives ou d'autres produits dopants. Il y avait je suis interrogé là-dessus. Et puis là aussi, beaucoup d'alertes pour peut-être pas tant de choses que ça. Une vision assez stigmatisante du monde du culturisme comme haut lieu de masculinité toxique, alors que c'est peut-être plus nuancé que ça. Et donc, j'ai découvert Guillaume Vallée, qui est enseignant à Grenoble et puis économiste. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment il utilise les catégories de l'économie pour penser cette pratique-là. Je vous disais, hein, ça peut rentrer dans la scarification. On a une certaine économie psychique, c'est-à-dire que ça me coûte moins d'avoir une douleur physique que de subir le tsunami de l'angoisse. Donc, un certain équilibre. Et puis là, donc c'est pas un livre. Donc, La famille du bus, c'est pas pour vous donner comment on fait une bonne entreprise et qu'on gagne de l'argent en faisant. Non, c'est quelqu'un qui pense une pratique sociale et intime, hein, parce que ça renvoie vraiment au corps, à partir de cette culture économique. Donc, on est tombé d'accord pour ensemble que je pose des questions. Direct, de faire des allers-retours. Et donc, je vais commencer par Mustapha. Comment tu définis la douleur, si c'est possible de la définir? Eh bien, écoute, on va essayer. La question est difficile et complexe, hein, vous l'imaginez bien. La douleur, il y a plusieurs définitions. Hein. Si j'en retiens une, celle qui est officielle, donc la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée à un ou ressemblant plutôt qu'associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Ça, c'est la définition officielle. Mais ceci dit, c'est beaucoup plus complexe que cela. Hein. La douleur, elle est d'une part difficile à définir. Pourquoi ? Parce qu'elle est personnelle et subjective. Hein, tout le monde possède les mêmes mécanismes de déclenchement de la douleur, mais cependant, chacun le ressent différemment, ressent la douleur différemment. Ce qu'on peut quand même essayer de décrire d'une façon assez générale et commune, c'est qu'elle se traduit par plusieurs sensations. Et Emmanuel l'a un peu dit dans son introduction. Hein. Il y a tout d'abord une sensation physique, hein, qui est caractérisée par la localisation de la douleur. Hein. Après, si on met la main dans le feu, ça brûle. Si on plante une aiguille, ça pique, etc. C'est ça la sensation physique. Après, il y a une autre dimension qui relève plus de l'émotion, qui correspond à ce qu'on ressent moralement par rapport à... C'est désagréable, c'est pénible, c'est inquiétant, c'est insupportable. Voilà, ça c'est la partie émotionnelle de la douleur. Après, il y a le comportement, hein, qui correspond à la manière de réagir à la douleur. Il y en a qui crient, il y en a qui pleurent, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui se taisent, qui disent rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, mais c'est la manière dont on s'exprime. Et enfin, il y a une dernière composante qui est importante aussi, c'est la réaction mentale, qui correspond plutôt, elle, à la façon de gérer la douleur, hein, de l'interpréter, de lui donner du sens, et de chercher à l'oublier ou alors de vivre avec. Voilà, moi, un peu comment je définirais la douleur au regard des personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mon activité. Merci. Guillaume, dans cet autre cadre, cette question de la douleur.
Oui, bonjour déjà tout le monde. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Mustapha, hein, sur cette sensation désagréable, cette expérience personnelle. Moi, je rajouterais, bien sûr, qu'elle est vécue individuellement, mais elle s'insère aussi toujours dans un certain cadre social, au sens où on va lui donner aussi un certain statut à cette douleur pour affirmer une identité, pour essayer parfois de se transformer, hein. Vous prenez par exemple les travaux de Vigarello, Courtine, Corbin en histoire sur la virilité, où vous avez des témoignages de soldats pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. On voit que, alors, sans forcément d'études scientifiques, mais les médecins de l'époque associaient le vécu de la douleur à certaines nationalités, et tous les soldats, pour une même blessure, par exemple, n'avaient pas forcément le même rapport à la douleur. Je pense aussi à... Puisque tu parlais, Emmanuel, de ces comportements où on va s'auto-infliger une certaine douleur, et on va forcément y revenir. C'est vrai que quand je citais ce cadre social, il est aussi perçu pour envoyer un message aux autres et pour espérer en retour une approbation des autres. Je pense beaucoup à tous ces rites de passage à travers la douleur qui ont été décrits par les anthropologues, les ethnologues, où on voit que avoir un rapport personnel à la douleur permet aussi d'espérer une nouvelle vision au sein du corps social. Et c'est vrai que les tatouages, les scarifications dans certaines cultures étaient perçus comme permettant à l'individu de franchir un passage dans sa vie, d'essayer justement de s'intégrer de façon nouvelle au groupe. Et on aura forcément plus de détails dans les questions qui suivront, mais effectivement, cette dimension-là, elle est fortement présente dans le bodybuilding et dans le monde des sports en général, puisque la douleur physiologique va être présente et va être inhérente à la pratique. Oui, peut-être tu aurais pu peut-être Mustapha pourra revenir aussi sur les mécanismes qui font qu'on produit des endorphines, ou peut-être tu veux peut-être dire un mot là-dessus tout de suite sur ces questions des endorphines. Non, peut-être pas tout de suite, mais je pense que Guillaume va intervenir sur la question des endorphines. Mais bon, je peux en dire un mot, mais je pense que Guillaume a prévu d'en parler. Ah, ok. Alors, Mustapha, est-ce que tu peux faire un portrait des usagers de substances psychoactives antalgiques qui fréquentent les XAPA, enfin ceux que tu as rencontrés au moins justement dans ton activité clinique? Oui, alors c'est difficile de faire un portrait. Moi, je parlerai des portraits, de plusieurs portraits, et de préciser ce qu'on entend par des usagers qui consomment des opioïdes antalgiques. Il y a plusieurs types en fait, d'usagers. Il y a effectivement les personnes qui, pour répondre à la douleur, ont eu des prescriptions d'antalgiques, opioïdes, et sont allés vers une addiction. Je pense que c'est de cela dont tu parles. Mais il y a aussi la question du traitement de la douleur parmi les usagers de drogue opiacés, qui est un autre sujet, mais qui se rejoint parce que ce sont les mêmes problématiques. Donc si j'essaie de répondre donc à la première partie, celle que je crois que tu penses, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas... Non, j'ai introduit là-dessus, mais pour dire que ça pouvait concerner au-delà... Ah, mais ça concerne absolument au-delà. Et déjà, juste un petit point d'histoire, hein, les opiacés antalgiques existent depuis le début du 19e siècle. Hein, la morphine a été découverte, si ma mémoire est bonne, je crois en 1807, 5 ou 7, donc dérivée du pavot, et utilisée après. La première thèse de médecine concernant la morphine date de 1817. Donc vous voyez, c'est pas récent. Il y a eu des expérimentations, etc. Et l'utilisation médicale a été faite à partir des années 48-50. Sur ces expérimentations médicales, qui a été associé à ça, donc je vais faire court parce que si je vous fais l'histoire, ça va prendre beaucoup de temps. Si on remonte jusqu'à maintenant, mais en tout cas, la morphine a été utilisée donc antalgique et a été largement utilisée au cours de la guerre de sécession aux États-Unis, et notamment donnée comme antalgique aux soldats. Et c'est à partir de là où on a commencé à parler de morphinisme. La maladie du soldat, c'était le morphinisme, c'était la dépendance à la morphine. Ensuite, alors juste pour l'anecdote qui n'en est pas une, à 1850, à peu près à cette même période, il y a eu l'invention de la seringue et de l'aiguille trouée.
Donc, ce qui a permis les injections. Et les médecins même apprenaient à leurs patients à s'injecter eux-mêmes la morphine. C'est de là qu'est venue la question le problème du mésusage. Et pour la première fois, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de toxicomanie. Donc, vous voyez, c'est pas récent. 1898, l'héroïne a été synthétisée, hein, qui a aussi un noyau morphinique, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner des points de repère. L'héroïne synthétisée en 1898 et qui a été utilisée comme antalgique auprès des personnes tuberculeuses incurables, ce qu'on appelait à l'époque tuberculose incurable. Et par la suite, pour faire des sevrages des morphinomanes, on a utilisé l'héroïne. Donc ça date. Donc juste pour vous dire que vous voyez, l'utilisation des opiacés date depuis longtemps. Après, donc l'héroïne, produit principalement consommée quand moi j'ai commencé début des années 90 à travailler avec des usagers de drogue. Donc à ce moment-là, il y avait effectivement beaucoup de consommateurs d'héroïne et d'opiacés parce que l'héroïne n'était pas toujours disponible. Il y avait d'autres médicaments comme les sulfates de morphine qui étaient utilisés. Donc les profils, là, alors c'est difficile de définir des profils, hein, parce que là tout le monde peut utiliser et utilisait des antalgiques. Les antalgiques, et après, bon, avec les phénomènes que je développerai plus tard dans nos échanges qui deviennent problématiques, voilà, ça part de là. Mais ceci dit, si je pense à l'autre frange de population qui se ressemble quand même, qui est à peu près la même, qui est celle qui est devenue, je dis, dépendante et qui a même présenté des addictions après utilisation de médicaments opioïdes, les profils sont assez différents. Ce sont des personnes qui d'abord ne se pensent pas usagères de drogue. Ce sont des personnes qui sont... elles se sentent différentes par rapport à celles qui consomment des substances illicites. Elles sont plutôt relativement bien insérées. Elles ont été initiées donc pour des raisons médicales. C'est souvent, c'est toujours d'ailleurs en lien avec la douleur, que ce soit migraine, maux de tête, suite de traumatismes orthopédiques ou autres. Elles ont commencé comme ça. Je le développerai en citant 2-3 exemples par la suite. Elles ne veulent pas aborder ce problème avec leur famille ou leurs amis. Ça reste assez secret. Elles se cachent pour consommer et elles se sentent responsables de leur addiction et considèrent que la dépendance, je ferai le distinguo tout à l'heure, je vous expliquerai, à moins que vous sachiez déjà, la différence entre dépendance et addiction, ce n'est pas la même chose. Et elles considèrent que cette dépendance-là fait partie de leur processus de soins. Donc c'est assez particulier. Alors que les usagers de drogue, et notamment héroïnomanes, qui n'avaient pas ces problèmes initialement de douleur, mais qui en ont d'autres, et qui rejoignent donc cette même population, eux n'abordent pas cette question autrement et sont bien sûr dans la consommation de produits de substances illicites, puisque c'est illégal par définition. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Alors, Guillaume, une question aussi, oui, sur plus large, au-delà de cette question de la violence. Est-ce que tu peux nous décrire un peu des portraits du monde du culturisme, qui n'est pas un monde très bien connu, c'est vrai que pour moi, ça a été la lecture de ton livre m'a apporté beaucoup d'éclairage sur des choses. Parce que c'est vrai aussi un monde sur lequel on projette beaucoup de fantasmes. Oui, bien sûr. C'est un monde qui, comme l'a décrit aussi, pour reprendre les mots de Mustapha, qui est très divers. On ne peut pas faire un seul profil. On sait qu'il y a des différences selon l'appartenance sociale, selon le genre, selon l'âge. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être. Le monde du culturisme, de l'univers des salles, est un phénomène de masse. Donc, d'une manière ou d'une autre, je trouve qu'il touche tout le monde. Et j'ai même repéré un sac Basic Fit là-bas, il me semble. Donc, voilà, même dans cet amphi, la musculation est présente. Mais ce qui est certain, moi qui ai beaucoup plus travaillé sur le monde des hommes aussi, si on avait à trouver des points communs au-delà de cette diversité,
chez ces hommes, c'est déjà une fascination pour le muscle. Parce que le muscle est associé à un certain pouvoir, le muscle est associé à quelque chose qui fait partie de l'identité, et l'entrée dans la pratique est très marquée autour de cette question. Le deuxième facteur qui m'était apparu quand j'ai pu réaliser plusieurs études auprès des personnes qui pratiquaient, c'est que la très grande majorité d'entre eux, pour dire à peu près les 3/4, le disent comme ça, et peut-être que d'autres, on pourrait augmenter le chiffre parce qu'on pourrait rajouter des facteurs indirects, bref, mais c'est un sentiment de vulnérabilité, un sentiment de quelque chose qui s'est mal passé pendant l'adolescence ou au début de la vie d'adulte et qui a fragilisé le corps, une bagarre, une maladie, un sentiment d'être trop maigre pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, et qui font qu'on va chercher à voir dans l'entrée dans la pratique une réponse à cette sensation de vulnérabilité. Maintenant, ce qui est important aussi, je pense que, et c'est là que la diversité des profils aussi apparaît, c'est comme tous les sports, mais c'est un sport qui est assez ingrat, qui est long, qui prend du temps pour obtenir les résultats espérés théoriquement, mais après on reviendra peut-être sur les façons d'accélérer fictivement le processus, mais en tout cas c'est un sport ingrat qui prend du temps, et donc il faut aimer le travail. Ça, c'est la troisième caractéristique des personnes qui pratiquent. On ne peut pas rester durablement dans la pratique du culturisme si vous n'avez pas cette sensation de travail du corps, de récompense qui vous est associée, et donc de rapport à la douleur. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle, notamment en reprenant certaines analyses sociologiques, mais la carrière, quoi. On est rentré dans la pratique avec une certaine vision, mais on va évoluer au fil du temps en fonction des rencontres, en fonction de cette appréhension du vécu de la douleur qui nous anime à aller plus loin, ou au contraire à arrêter, à sortir, etc. Notamment le no pain, no gain, cette économie où on voit entre les gains et l'effort, enfin la dépense et les gains. Oui, parce que, bon, je développe un petit peu déjà, mais pour moi, le rapport qu'on a au corps, vous l'aurez compris dans ma première intervention, est toujours situé historiquement. Et moi, je considère que ce rapport au corps, qui est très visible dans le culturisme, parce qu'on cherche à mettre en avant à l'extrême certains muscles, est un produit du capitalisme. Donc c'est à la fois une incarnation des valeurs du système dans lequel on vit, et quand les gens pratiquent de cette façon-là, ils vont véhiculer aussi le système tel qu'il est et l'entretenir. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'univers des salles, c'est aussi un univers économique, parce que gravite autour de tous ces éléments-là une activité économique qui fait vivre énormément de gens, énormément d'industries. Voilà. Et donc, dans le capitalisme... Vous préciser ? Oui. On a à peu près 4700 salles en France, qui sont parfois des grands groupes internationaux. On a des produits nutritionnels qui sont consommés comme jamais aujourd'hui, en particulier en France, qui est assez nouveau. C'est pour ça que tout à l'heure je disais ça dépend aussi des périodes. Mais par exemple, le marché mondial des produits nutritionnels cette année, il est estimé à 224 milliards de dollars. Donc ça veut dire que les gens sont en attente d'aller chercher de la nutrition pour augmenter quelque chose, pour être encore plus performant, pour avoir cette satisfaction d'exister. Et quand je disais que le bodybuilding ou le culturisme est lié au capitalisme, c'est parce que justement dans le capitalisme, on a ce rapport au travail. Si je reprends encore une fois les apports de Max Weber, ce travail nous construit, nous donne une dimension morale, une identité. On reste marqué toutes et tous ici par cet héritage-là. Par le travail, on a l'impression d'acquérir quelque chose, de devenir quelque chose, et donc, par la douleur associée au travail, d'être dans une forme d'identité, de rédemption dont on a besoin. Et le bodybuilding a cette philosophie du no pain, no gain, parce que si vous n'avez pas de douleur, si vous n'allez pas jusqu'au bout de vous-même, et non seulement il faut accepter la douleur, mais il faut aller la rechercher, vous n'êtes rien. Vous n'avez pas ce sentiment de faire partie de cette communauté et d'avoir les justes récompenses du travail fourni. Effectivement, le culturisme, il est beaucoup marqué par cette culture-là. Il y a d'autres, sur le plan technique, si je peux appeler ça comme ça, il y a d'autres façons de produire du muscle, c'est certain. Mais sur le plan moral, on est resté aujourd'hui encore dans cette dimension où l'individu qui n'atteint pas la douleur, qui ne va pas la chercher à travers une forme de travail, ne peut pas prétendre à un certain statut et une valorisation du muscle. D'où un rapport particulier, parfois aussi au dopage, mais on reviendra sur cette question, j'imagine. Sur la notion de capitalisme... Il y a aussi des laboratoires. Enfin, peut-être tu veux rebondir directement, ou tu as peut-être prévu d'en parler un peu plus tard. Oui, j'ai prévu d'en parler un peu plus tard, mais je peux dire un mot. Effectivement, la question du capitalisme est absolument centrale dans les traitements des addictions. Une molécule que tout le monde connaît a permis au laboratoire, et c'est la buprenorphine au dosage, je reviendrai pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Cette molécule a permis au laboratoire qu'il a commercialisé, de gagner des fortunes.
mais vraiment des fortunes. Et je reviendrai par la suite, mais un peu plus tard, sur la crise des opioïdes aux États-Unis, que nous avons dénoncé, qui m'a valu un certain nombre de petits soucis, mais j'en suis assez fier, je vous en parlerai tout à l'heure. Oui, je crois que ça fait 500 000 morts en 10 ans aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est plus que la guerre en Irak et en Afghanistan. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait monstrueux, avec effectivement un laboratoire à l'arrière-plan. Donc, parce que sur cette question, elle te gênait un peu. Ou je passe à la suivante. Oui, alors par quel processus ces consommations d'opioïdes deviennent problématiques? Et puis c'est vrai aussi, tu voulais parler de la consommation des opiacés, alors pas ceux qui sont illicites, et comment, quand on est usager de drogue, on gère la douleur à un moment alors qu'on a pris des produits qui vont... oui, alors oui, j'ai omis de le dire tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il est important de faire tomber un peu, et notamment de penser qu'un usager d'opiacés ne ressent pas la douleur. Ça, c'est une erreur de penser ça. Les usagers de produits opiacés, je parle volontairement de produits parce qu'il y a aussi des produits illicites, il y a les médicaments effectivement opioïdes, mais il y a aussi certains produits illicites. Donc d'opiacés d'une manière générale ou d'opioïdes sont sensibles à la douleur, voire même plus sensibles que la population générale. Il y a 2 à 3 fois plus de douleur parmi les usagers de produits opiacés. Et il y a surtout aussi, il développe en lien avec cette consommation une hyperalgésie, donc ça veut dire une hypersensibilité à la douleur. Et c'est pas le fait de consommer ces opiacés ne calme pas cette douleur. Par contre, le fait de devenir dépendant et donc addict, et donc parce que c'est 2 choses différentes, addict aux opiacés, même si au début de la consommation, la notion de plaisir, parce que j'en ai pas encore parlé, mais je pense que c'est pareil pour le bodybuilding, il y a une notion de plaisir, la notion de plaisir qui est présente au début des consommations, disparaît relativement vite, mais ça en lien avec les processus d'accoutumance et justement est-ce que vous êtes familier avec les concepts de dépendance, d'addiction ou pas? Non, on fait une précision. Vous avez besoin de préciser? Reprécise, oui. Donc le préciser, on définit un certain nombre de choses comme et c'est ça qui pose problème, que ce soit à la fois chez les consommateurs d'opiacés et ceux qui ont eu des traitements opioïdes pour la douleur. Ce qui pose problème, c'est ce processus, ce cheminement qui commence par l'abus. L'abus, c'est quoi? C'est ne pas respecter la posologie prescrite, parce qu'au bout d'un moment, il y a une accoutumance, il y a une tolérance, on ne ressent plus l'effet bénéfique du médicament, et donc il y a une nécessité à augmenter pour retrouver cet effet-là. Ça, c'est de l'abus. Le mésusage, par contre, c'est autre chose. Mésusage, c'est d'absorber le médicament par une autre voie que celle qui devrait l'être. C'est pas si vous voulez, pardon. Un médicament qui s'absorbe par voie orale peut être injecté ou sniffé. C'est ça le mésusage. La dépendance, la dépendance, je vais dire tout simplement, c'est pas simple pour eux ni pour nous à gérer. C'est le syndrome de sevrage qui apparaît au moment de l'arrêt brutal du traitement, ce qui est assez fréquent, qui fait partie, c'est une des composantes de la prescription des médicaments opioïdes. Ça se gère, c'est long, c'est pas facile, mais c'est réversible. Et surtout, ça n'agit pas sur la santé. Ça, c'est les dépendances. L'addiction est définie. Alors, il y a un certain nombre de critères, et notamment dans le DSM-5, etc., qui définissent. Il y a certains points. Il y a des échelles aussi de risques qui définissent certains critères qui permettent de parler d'addiction. Moi, je retiens que 2. C'est la perte de contrôle.
la perte de contrôle dans la consommation. Et le deuxième, c'est le craving. Le craving, c'est le besoin et l'envie irrépressible de consommer. Et à partir, si ces deux critères, au moins ces deux critères sont réunis, on peut parler d'addiction. Ce qui n'est pas la même chose que la dépendance. La dépendance vient de toutes les façons avec les traitements opioïdes et on en sort plus facilement de la dépendance. Et ça concerne un tout petit pourcentage de personnes qui consomment des traitements opioïdes. La grande majorité de personnes qui consomment des traitements qui ont des traitements opioïdes, je ne vais pas dire qui consomment, qui ont des traitements opioïdes, ne tombent pas dans l'addiction. Il y en a même certains qui ne présentent pas de signes de dépendance. C'est parce que quand il y a une bonne observance, un bon dosage, etc., là, il n'y a pas de dépendance. Mais il y a néanmoins une petite frange pour qui ça pose problème. C'est ça un peu le procès. C'est pas un peu, c'est ça le cheminement, c'est ça qui pose problème. C'était quoi le début de ta question? J'ai oublié. Parce que on était sur comment les processus de consommation. Parce que c'est vrai que la personne a un traitement. Oui. La personne a un traitement et a priori, si elle suit la posologie, l'ordonnance telle qu'elle est faite par un bon médecin, parce qu'il peut y avoir des prescriptions pas terribles, mais en tout cas, si c'est suivi, en principe, la personne effectivement va avoir quelques journées quand il arrêtera le traitement un peu pénibles parce que peut y avoir des signes de dépendance. Mais quel est le processus qui fait qu'à un moment, des personnes vont rentrer dans une... d'avoir besoin de prolonger cette consommation et de devenir addict ou dépendante. Alors c'est un peu là ce que je viens d'expliquer. En fait, c'est le phénomène d'accoutumance, de tolérance, de dépendance, et il y a besoin de plus. Et il y a un autre facteur dont j'ai pas parlé, c'est effectivement avec certains médicaments opioïdes, il y a des médecins qui, à un moment, je vais vous parler de deux personnes, là, comme ça, ce sera un peu plus, ça va illustrer un peu ce que je dis. Il y a un moment, il y a des refus de prescription. Au bout d'un moment, parce que les posologies prennent des proportions hyper importantes. Donc les médecins, certains, je ne vais pas... Il y a des médecins qui connaissent très bien, qui savent très bien gérer toutes ces questions-là, mais il y en a d'autres qui commencent à un peu avoir peur en voyant l'importance et la quantité de traitements nécessaires pour avoir les mêmes effets que ceux qui étaient produits avec posologie moindre. Donc il y a souvent des refus de traitement ou alors la peur de passer à d'autres molécules qui sont un peu plus fortes mais aussi efficaces. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais c'est effectivement ça qui précipite un peu les personnes vers ce que... Alors, ce processus d'addiction, parce qu'il faut... alors, je vais essayer d'être un peu plus clair. J'avais là pris deux portraits. Bon, je vais les résumer parce que sinon je vais parler longtemps, même si j'aime ça, je pense que le temps est limité. Notamment sur la question du tramadol, qui est un opioïde considéré comme opioïde faible. Par rapport à d'autres opioïdes forts. Opioïdes forts, c'est la morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone, etc. Les fentanyls, etc. Tout ça sont des opioïdes forts. Et les faibles, c'est plutôt codéine, que vous connaissez, et notamment tramadol. Tramadol, qui est considéré comme un opioïde faible. Et... on a noté en France, dans ces 15 dernières années, une augmentation assez importante de la prescription et la consommation de tramadol. C'est un médicament qu'on dit de palier 2. Mais je ne vais pas rentrer trop dans la technique, c'est pas ça là où je veux en venir. C'est qu'il y a des personnes qui ont consulté des médecins, et c'était un peu ça les deux cas que j'avais retenus, deux personnes relativement bien insérées, l'une et l'autre, un responsable chef d'entreprise, etc., qui, suite à des douleurs, l'un des douleurs rachidiennes, l'autre, je ne sais plus ce qu'il avait eu déjà, mais un problème comme ça... de douleur, s'est fait prescrire du tramadol.
tramadol, il a fallu à un moment augmenter les doses assez fortement. Hein. Je pense que la moyenne, dans le maximum, je crois que c'est aux alentours de 400 mg par jour de tramadol. Et là, on arrive à des quantités de l'ordre de 3200 mg, 4000 mg. Donc ça fait des quantités importantes. Ce n'est pas sans effet, hein, bien évidemment, des effets délétères, des risques de surdosage, etc. Là, c'est la question de la réduction des risques aussi qui entre en jeu. Mais alors, ces personnes, les médecins, à un moment, arrêtent, refusent de prescrire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont essayer, ils falsifient les ordonnances. Première chose, les deux falsifient leurs ordonnances. Et comme c'est pas facile de le faire, pas facile de s'en procurer de cette manière-là, et puis c'est des personnes, je rappelle, qui sont insérées, donc qui se sentent pas à l'aise, son angoisse n'était pas sa dépendance au tramadol, son angoisse, c'était de ne pas trouver de tramadol, d'avoir du mal à se procurer du tramadol. C'était ça son angoisse. C'était pas le fait qu'il soit dépendant. Donc il a falsifié ses ordonnances et comme ça à un moment ça suffisait pas, il est allé acheter de la méthadone dans la rue, un petit peu de méthadone. Et voilà comment ça s'installe. Hein, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, mais voilà comment les choses s'installent. On sort, si vous voulez, du cadre légal, on sort de la relation thérapeutique pour s'auto-médiquer et pas forcément avec les bonnes molécules. Merci. Guillaume, justement, alors, ce processus qui va mener de la pratique normale, du culturisme, vers, on va rechercher peut-être des produits parce que ça fait mal, quoi. C'est dur, c'est très dur. Oui, c'est très dur, c'est très long, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est très frustrant, et d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui, puisque, en fait, en particulier avec les réseaux sociaux, vous avez toujours cette possibilité de vous comparer à quelqu'un, d'avoir des modèles. On est dans une société où l'image de soi est devenue très très importante, même si on a des interactions, on va dire, plus froides, mais elles sont plus nombreuses. On associe un statut à l'identité affichée par le corps. Et du coup, cette question de vouloir atteindre le plus rapidement possible ces objectifs, il est présent d'emblée. Et par rapport aux réseaux sociaux dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, vous avez toujours cette insatisfaction avec ce que vous avez, vous en voulez toujours plus. Donc la question du rapport à certains produits va se poser dans ce monde-là. Alors, pas forcément plus qu'ailleurs, mais ici c'est forcément visible parce qu'on cherche vraiment à afficher le corps le plus abouti, le corps le plus performant possible. Et plusieurs types de consommation sont possibles, parce que la consommation de produits, elle va permettre pour vous d'accélérer ce processus de production qui était si long. En prenant, en gros, vous prenez certaines hormones, au lieu d'avoir un gain musculaire en 10 ans, vous allez l'avoir en 2 mois. Donc ça peut être très, très tentant selon ce que vous allez rechercher. Alors il peut y avoir une dépendance à certains produits par eux-mêmes, parce que ce sont des produits médicamenteux à la base, pour les raisons que Mustapha a évoquées. Et puis vous avez surtout, je pense, une dépendance qui peut se créer, une addiction même, pour reprendre sa distinction, qui est là encore une fois sociale. Parce que en soi, le muscle n'a pas de valeur pour vous-même. Il a de la valeur parce que c'est dans le regard des autres que vous allez comprendre que vous avez un certain statut. Soit parce que vous faites de la compétition, soit parce que dans la salle, ça vous fait plaisir qu'on vous fasse des remarques particulières. C'est encore une fois le résultat positif du no pain, no gain. Vous avez gagné quelque chose grâce à ce muscle et vous voulez le garder. Sauf que si vous en êtes arrivé là par le dopage, vous allez avoir tendance à ne plus pouvoir quitter cette situation de dopage et à la reproduire de plus en plus pour toujours aller plus loin. Donc au départ, par exemple, sur certains stéroïdes qui sont des hormones mâles, la testostérone en particulier, vous allez faire ce qu'on appelle une cure au début, en disant voilà, j'ai réussi à avoir des gains, je suis très content. Ah, puis c'est pas bien bon pour ma santé, il paraît qu'il y a des risques, j'en fais qu'une par an. Ouais, mais j'ai tellement aimé ce regard des autres que, allez, j'en fais 2 par an, après 3 par an, puis après, en fait, vous prenez des stéroïdes tout au long de l'année. Et puis les stéroïdes vous amènent à chercher à prendre d'autres types de produits pour encore aller plus loin. Donc il y a une grande diversité des possibles dans ce monde-là. Des stéroïdes, hormones de croissance, à des produits plus qu'on appelle de sèche, c'est-à-dire pour perdre de l'eau et de la graisse, comme un médicament qui s'appelle le clenbuterol, qui est très à la mode, je dirais, dans ce milieu-là. Bon. Mais au-delà de la consommation des produits, on voit quand même toutefois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a
la consommation de produits, parfois, qui est acceptée, je dirais, qui est même tolérée, voire valorisée dans la communauté, parce qu'elle est le fruit et le reflet d'un certain travail. Je reviens sur ce terme encore que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est le signal que l'individu, il a déjà bien bossé par avant et qu'il aboutit à des limites naturelles qu'il ne pourra pas dépasser, et le produit va l'aider. Et cette attitude-là, dans le temps, l'individu qui a fait ses preuves et qui se tourne ensuite par certains produits, il a plutôt tendance à être valorisé, alors jusqu'à un certain point, mais elle a plutôt tendance à être favorisée. Ce qui est... Vous pouvez donner un exemple concret de type de produits qui vont être tolérés ? Eh ben, des hormones comme la testostérone en particulier, que ce soit sous forme d'injection ou sous forme de cachet, alors qu'on n'a pas les mêmes effets secondaires, mais là aussi il y a tout un panel interne, parce que vous pouvez avoir des produits de synthèse qui vont vraiment avoir tendance à faire gonfler les muscles, mais avec une rétention d'eau plus grande, d'autres qui vont avoir des effets un peu moindres en termes de volume musculaire, mais plus sec, comme on dit, c'est-à-dire sans graisse et sans eau, sans rétention d'eau. Bref, il y a tout un panel possible, et le problème se pose quand on est dans ce qu'on va appeler l'abus de consommation. L'abus, c'est quand les individus vont chercher à vraiment vouloir ne plus pouvoir s'arrêter dans cette consommation et à toujours trouver quelque chose de nouveau tout au long de l'année pour y parvenir. Le deuxième forme d'abus qui est parfois dévalorisé socialement dans cette culture, ce serait par exemple un nouveau pratiquant qui d'emblée dirait ben voilà, je viens de m'inscrire et je prends tout de suite des produits. Parce que le travail est quand même sacralisé dans cette communauté, la souffrance, la douleur, c'est quelqu'un qui transgresserait cette norme un petit peu implicite qu'il faut d'abord faire ses preuves avant de se tourner vers certains produits. Enfin, le dernier point important, et c'est peut-être d'autant plus présent aujourd'hui, je le répète, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des achats en ligne sur toute la planète, et à l'heure de cette pratique de masse qui s'est généralisée avec beaucoup d'attentes autour du muscle, c'est ce mésusage dont parlait Mustapha, parce que vous êtes obligé, quand je parle de travail, de faire certes le travail sur les techniques du corps à la salle, mais un travail qui inclut tout votre quotidien. C'est-à-dire qu'est-ce que je mange, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je peux prendre comme produit, si je prends quel produit, qu'est-ce que je peux prendre aussi pour compenser les effets négatifs potentiels. Et ça, c'est pas toujours évident. Si vous avez les moyens, si vous êtes suffisamment inséré dans un réseau, vous pouvez peut-être tomber sur un médecin personnel qui va vous conseiller et chercher à limiter un petit peu les dangers, mais les risques. Mais la plupart du temps, les gens font ça un peu artisanalement. Donc, il y a eu parfois des dérives où des gens se sont mal injectés certains produits, en sont morts. Il y a des personnes qui ne savent pas comment gérer certains effets secondaires, parce que ce sont des produits forcément à la base, je répète, médicamenteux. Pour des personnes à la base saine, rajouter une quantité supplémentaire d'hormones dans l'organisme, ça peut être vraiment, ça peut conduire à des désastres. J'ai parlé d'hormones de croissance ou de testostérone, mais une hormone qui est parfois utilisée par certains bodybuilders, c'est tout simplement l'insuline, parce que c'est une hormone qui va permettre de transporter énormément de nutriments dans votre muscle. Donc selon la bonne phase où vous allez vous injecter ça, vous pouvez espérer des gains rapides, mais sauf que c'est une hormone qui est très... le processus d'injection est très dangereux, quoi. Si vous le faites mal, vous pouvez en mourir. Et il y a eu déjà des cas, effectivement, alors plutôt dans le monde professionnel, mais parfois dans le monde amateur, où des mésusages ont conduit à ces désastres. Donc voilà, je dirais que c'est bien sûr pas un usage généralisé encore en France aujourd'hui, cette question du rapport à des drogues dont on vient de parler ici. Ensuite, lorsqu'elles le sont, il faut distinguer entre l'usage et l'abus d'usage. Et puis après, en fonction des objectifs de chacun, le type de consommation qui va être réalisé. Oui, on voit bien un peu dans les deux cas comment les choses peuvent devenir contraignantes. À un moment, il faut que je me procure mes opioïdes, et puis je vais organiser ma vie dans cette quête de recherche. Et puis là aussi, comment ma vie est structurée, telle que ma représentation de moi-même dépend de ça, et puis aussi le coût, quoi. Hein, dans les deux cas, c'est de l'argent qui va est poussé peut-être justement à aller chercher des produits dans la rue, seront moins chers, ou je ne sais pas s'il y a aussi des filières à bas coût pour
Ah oui, ça existe pleinement. Il y a toute une économie autour de ça. C'est-à-dire que bon, il y a déjà parfois des bodybuilders qui ont un certain niveau. Alors très peu de gens en vivent, en tout cas en France. Hein. Donc on voit que c'est la vraie raison, elle n'est pas économique finalement, mais les gens sont prêts à vraiment mettre une grande partie du budget, de leur budget autour de ça. Il y a des personnes qui m'ont dit parfois être contactées directement par certaines compagnies pharmaceutiques pour tester sur elles-mêmes les produits et voir ce que ça donne. Ces personnes-là, parce qu'elles ont un certain niveau, comptent aussi sur le fait de pouvoir les revendre aux plus jeunes ou à d'autres sportifs qui gravitent autour des salles pour faire un gain et donc financer leur propre consommation. Donc effectivement, il y a toute une économie parallèle qui existe en dehors de la consommation, je dirais, sur Internet, on peut faire livrer chez soi certains produits. Voilà, c'est quelque chose aussi qui structure économiquement la communauté. Ouais. Merci. Donc la question aussi, c'est comment tu rencontres ces usagers, comment ils formulent leurs demandes. Tu disais ils se sentent responsables de leur addiction, quelle est leur charge de culpabilité, leur capacité à demander de l'aide. Oui, alors comme je l'ai dit précédemment, leur demande au début, c'est pas forcément je parle de ceux qui sont devenus addicts à partir de traitements opioïdes. C'est pas forcément de sortir de cette addiction, puisqu'ils ne se sentent pas addicts, justement. C'est plutôt d'essayer de travailler sur... ils viennent, il y en a certains, je ne vais pas généraliser parce qu'il n'y a que des situations... c'est individuel et situations, on ne peut pas généraliser sur ces sujets-là. Il y en a un certain nombre qui viennent plutôt contraints et forcés. Donc ce n'est pas une démarche volontaire, ce n'est pas la volonté de sortir de l'addiction. Mais c'est comment faire pour continuer à avoir une prescription de ce médicament opioïde qui leur permette d'avoir moins mal. Je dis volontairement moins mal parce que les dosages après ne faisant qu'augmenter, ils sont jamais bien en fait, ils sont toujours dans un certain inconfort et ça prend du temps. Ça prend du temps alors que le processus est le même que les autres usagers, mais ça prend du temps à ce qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans un même processus. Le temps est important. Le lien, c'est ce qui est important, c'est la création du lien qui se fait au sein des structures, notamment des XAPA. Ils viennent surtout des XAPA, pas trop dans les carules. Les personnes qui sont plutôt bien insérées viennent dans parce que c'est plus dans une démarche de parole, d'échange. J'ai en tête un jeune qui consommait comme ça, qui avait un traitement. Je vais pas dire consommer, mais c'est assez impropre, qui avait un traitement et qui était dans cette situation-là. Il est venu, mais je ne sais pas, 7, 8 fois, mais sans formuler aucune demande, juste pour parler. Parler de ses difficultés, de son angoisse à ne plus trouver, à ne plus avoir de prescription, etc. Donc c'est plus ce type de profil et cette temporalité qui est importante et qui est importante pour tous, y compris et pour les autres usagers. J'aime pas dire les autres parce que pour les usagers d'opiacés, je dirais non, voilà, qui sont pas devenus addicts en ayant un traitement. Je vais dire ça comme ça. Les autres usagers, c'est pareil. J'ai parlé je reviens un peu en arrière parce que j'ai parlé de la notion de plaisir liée aux opiacés principalement, qui est présente au début mais qui disparaît assez rapidement. Et j'ai parlé de la question de la dépendance. La dépendance s'installe très vite. La dépendance, c'est douloureux. Physiquement, mais aussi moralement, mais physiquement c'est douloureux. Il y a des vrais symptômes et après la poursuite de ces consommations, c'est une quête permanente pour ne pas être mal. C'est plus dans une volonté de recherche. Si, il y a toujours quelque part cette recherche de plaisir qu'ils ne retrouvent jamais, mais c'est surtout pour ne pas être mal, ne pas être en manque. Voilà. Et ça, c'est une dimension qui est importante. Là, il y a aussi de la souffrance. Alors, il y a des douleurs, mais c'est surtout de la souffrance. Et éviter de souffrir
Et d'avoir mal, c'est prendre des opiacés. Mais pas suffisamment lorsqu'il y a d'autres pathologies, et il y a d'autres pathologies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les usagers de drogue opiacés, il y a beaucoup de pathologies. Il y a plein de choses, que ce soit d'origine traumatique, les maux dentaires, tout simplement les dents, rien que ça. Si vous avez déjà côtoyé d'usage de drogue, vous avez vu les dents sont très abîmées et ça fait mal. Et même si elles ont un traitement de substitution, ça ne suffit pas pour soigner la douleur liée à ces douleurs dentaires. Il y en a d'autres. Je viens de dire le problème dentaire, il y a les pathologies infectieuses. Enfin, il y a plein d'autres pathologies qu'on retrouve plus que dans la population générale, qui font mal, et qui ont besoin d'être soignés, autrement que par les produits qu'ils consomment, en complément. Mais peut-être que tout à l'heure on en reparlera. Non, mais c'est vrai que ça pose la question de comment la douleur est prise en charge en France. Et puis, effectivement, tu parlais d'un moment le médecin qui a peur de continuer à prescrire parce que lors de les posologies s'envolent et il se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Oui, il y a cette question de la prise en charge, et parce que quand je disais culpabilité, c'est pas anodin d'un moment se dire je vais atterrir dans un XAPA, quoi, dans une structure pour détox, alors que je suis à la base je suis quand même un patient, et puis c'est aussi comment dans la prise en charge de la douleur. Qui sait faire, par exemple, quand on a déjà quelqu'un qui est un usager chronique, je sais pas, d'héroïne, qui par ailleurs a mal, comment on fait? On fait et on sait faire. Dans les XAPA et dans les médecins assez formés, je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais formés en addictologie, en tout cas, ils savent faire. Ils savent. Et de mieux en mieux, et de plus en plus. Sur ces dernières décennies, il y a eu des progrès énormes dans la prise en charge de la douleur en population générale, y compris à l'hôpital, mais aussi dans les XAPA. Il y a eu vraiment, et puis il y a des molécules. J'ai parlé tout à l'heure très rapidement des opioïdes forts. L'utilisation des opioïdes forts a un réel intérêt. Après, il y a eu, en lien avec la crise aux États-Unis, une certaine, opiophobie en France, par rapport à ces molécules-là, avec une réticence et une méfiance à les utiliser, à tort. Mais ça nécessite effectivement une formation. La formation, les médecins qui côtoient régulièrement ces patients-là l'ont acquise et continuent à l'acquérir. Mais il y a des endroits, des médecins dans leur cabinet, ou même à l'hôpital, des prescriptions de médicaments opioïdes en post-opératoire, donc après les opérations. Il n'y a pas d'évaluation faite auprès des patients. Je l'ai vécu moi-même, où j'ai subi une intervention il y a quelques années. Je suis sorti avec une prescription de tramadol sans aucun échange, aucune discussion. Il n'y a pas eu. Il y a cette nécessité d'avoir une évaluation de la fragilité de la personne et de fragilité vis-à-vis des produits, j'entends. Des certains nombres de facteurs qui peuvent mener, mais bon, là c'est peut-être pas l'objet, mais on pourra peut-être l'évoquer dans l'échange tout à l'heure, qui peuvent mener effectivement à basculer du côté de l'addiction, à avoir ces conduites addictives. Et il n'y a pas cette évaluation. Mais faute de je ne sais pas quoi, certainement de formation. Et je pense que c'est là où ça pêche aussi. Et cette peur, d'utiliser des molécules plus fortes et mieux contrôlées, mieux gérées, mieux prescrites. Peut-être tu peux évoquer là maintenant, puis on passera à la phase d'échange avec la salle, parce qu'autrement on n'aura pas. Justement, cette crise des opioïdes aux États-Unis, quoi.
Oui, donc qui maintenant, ça fait au moins plus de 10 ans maintenant, je crois, 10 ans que cette crise est apparue. Quand je disais que j'avais une certaine fierté, parce que comme Emmanuel l'a dit dans son intro, je suis rédacteur en chef de la revue Le Flyer, je ne sais pas si vous la connaissez, sinon elle est accessible, hein, elle est libre d'accès, tout est accessible, il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit. On a, avec mes copains du comité de rédaction, très rapidement alerté sur cette question-là, il y a 10 ans maintenant. Hein, alors pour résumer très vite, c'est un laboratoire, et je le nomme, qui s'appelle Purdue. Purdue, c'est la branche de Mundipharma aux États-Unis, a fait un lobbying énorme sur l'oxycodone. Et l'oxycodone a été prescrite de manière inimaginable et accessible très facilement. C'était, si vous voulez, l'équivalent, enfin pas l'équivalent en termes thérapeutiques, mais en termes cliniques, c'était le paracétamol aux États-Unis. Hein, au lieu d'aller chercher au lieu d'avoir du Doliprane, il y avait une prescription d'oxycodone poussée par le laboratoire qui, et contrairement à la France, qui avait le droit de faire de la publicité pour ce médicament-là. Alors qu'en France, c'est interdit. Et c'est important que je le précise. Et donc, il y a eu une prescription massive des médecins, un accès facile dans les drugstores aux États-Unis. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle les pharmacies aux États-Unis. Et à un moment, il y a eu le nombre d'overdoses, le taux d'overdose a augmenté, sans que ça ne dérangeait pas au début, jusqu'au moment où le nombre de morts par overdose a dépassé le nombre de morts par accident de la route et par les armes. Les armes sont très développées là-bas. Il y a eu plus de morts liées à l'utilisation de l'oxycodone que par ces deux choses-là. Alors, là, ils ont réagi, et d'autant plus qu'un certain nombre de personnalités sont décédées, comme Prince, etc. Là, il y a eu... ça a bougé un peu. Nous, on l'a dénoncé en France, notamment au Flyer, très vite. Hein, je vous dis, c'était en 2014, très rapidement. Ça nous a valu... moi, j'ai eu un coup de fil personnel du PDG du laboratoire Purdue Mundipharma, qui a été viré entre-temps, depuis. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des séries, il y a Dopsic par exemple, des séries comme ça qui racontent un peu l'histoire de la famille Sackler, hein, qui est à l'origine. Mais c'est très très intéressant là sur un plan socio-économique et culturo-économique aussi, hein, parce qu'ils se présentaient comme étant des mécènes de la culture, notamment de l'art, etc. Et voilà, c'est juste pour la parenthèse. Donc j'ai reçu des courriers de menaces de cabinets américains de poursuite. Hein, ils m'ont menacé de poursuite. Alors, je ne les ai pas encadrés, mais je les garde. Hein, c'est comme un diplôme. Je suis très, très content d'avoir ça. Mais voilà, c'est ça. Hein, je veux dire que la dérive, elle était jusque-là. Pourquoi et d'un seul coup, donc, il y a eu cette prescription-là avec un nombre d'overdoses. D'un seul coup, brusquement, ils ont dit on arrête de prescrire l'oxycodone. On va prescrire une autre forme d'oxycodone qui sera plus difficilement, voire carrément impossible à sniffer, à injecter. Et là, ça a été la catastrophe. Des personnes... insérés, donc qui avaient un traitement, qui prenaient ce médicament parce qu'ils avaient un mal de migraine, mal de tête, etc., se sont retrouvés sans accès, dépendantes, très fortement dépendantes, parce que c'est un opioïde fort. Eh bien, elles sont allées dans la rue chercher de l'héroïne. Le deal aux États-Unis, c'est pas comme en France. Hein, on va pas dans des quartiers malfamés, etc. Ça peut être votre voisin, votre voisine, très bien inséré, qui a un certain nombre de produits et qui deal, etc. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est pas ce qu'on voit dans les films, mais la réalité est un peu différente. Donc, relativement facile d'accéder à ce type de produit. Donc, il y a eu et ils se sont bien sûr aperçus que c'était aussi intéressant et moins cher moins cher, après les prix ont augmenté, mais d'avoir leur tenue. Et c'est comme ça que les gens sont devenus dépendantes et addicts. C'est avec
Alors non pas un retour parce qu'elles ne connaissaient pas l'héroïne, hein, sont passées d'un traitement opioïde à l'oxycodone vers de l'héroïne. Et avec bien sûr une certaine méconnaissance qui a provoqué le nombre d'overdoses dont vous avez tous entendu parler. Et ça a été très fortement médiatisé en France, mais sur un mode sensationnel, quoi, et trop vulgarisé d'ailleurs, ce qui a créé une certaine peur, y compris en France, mais je vous rassure, c'est les modes de prescription, les modes de contrôle en France ont fait qu'on ne pouvait pas avoir ce type de réaction. Et c'est pour ça que j'ai dit que la publicité sur les médicaments et la publicité faite par les firmes elles-mêmes sont interdites. Donc ça a été un garde-fou, ce qui n'a pas empêché de voir néanmoins une consommation assez... qui évolue de tramadol, d'opioïdes faibles, et qui sont tout aussi addictifs et avec lesquels les risques sont identiques. Il y a donc une nécessité de vigilance, même s'il y a quelques décès. Malheureusement, un décès, c'est toujours un de trop. Il y a quelques centaines de décès en France par overdose. On est loin des 500 000 aux États-Unis et on est loin des dizaines de milliers de morts par l'alcool en France. Donc ça reste vraiment, je dirais, plutôt assez jugulé. Oui, puis il y a aussi des systèmes de primes pour les médecins. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Pour les vendeurs. Oui, j'ai oublié cette partie-là. Hein. C'est une dimension, bien sûr, commerciale, y compris en France. Les délégués médicaux, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, perçoivent, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je crois que ça l'est plus, perçoivent des bonus. Hein, des bonus liés à la vente, bien sûr, à la quantité de médicaments vendus, en tout cas prescrits. Et ça, il y avait une course comme ça au bonus. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je crois que c'est un peu plus contrôlé, mais il y avait cette dimension-là qui faisait qu'il fallait faire du chiffre, quoi. Et faire du chiffre... c'est vendre un maximum et au mépris de certaines règles de sécurité. Guillaume, avant qu'on donne la parole à la salle, est-ce que tu veux ajouter, parce que là vraiment ça interpelle l'économiste que tu es. Peut-être rapidement, mais ce qui m'interpelle surtout, c'est de me dire encore une fois dans quelle société on vit, quoi. On a l'impression que les drogues ou les facteurs de réduction des souffrances ou d'accélération de la performance sont généralisés d'une manière ou d'une autre, quoi. On est marqué par ce besoin d'exister et de trouver les moyens qui sont à notre disposition pour y parvenir. Et dans cette nouvelle phase du capitalisme, pour moi, depuis les années 1980, que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités, c'est-à-dire un système qui produit des vulnérabilités où les individus sont davantage renvoyés à soi-même, c'est plutôt quelque chose qui me semble assez inquiétant, parce qu'à la fois, quand on parle de risque dans ce système-là du capitalisme des vulnérabilités, il y a toute l'entreprise qui est valorisée, tout l'entrepreneuriat de soi, puisqu'il n'y a pas d'entrepreneuriat sans risque, donc il y a le côté positif, il faut prendre des risques, il faut innover, il faut tenter, c'est comme ça que vous allez réussir, qui fait partie maintenant du mode de fonctionnement des sociétés, mais on voit que le risque peut vite basculer du côté de l'incertitude, qui est moins probabilisable, qui est d'ailleurs pas probabilisable, et qui nous fait entrer dans un monde qu'on ne connaît pas. Et voilà, en écoutant Mustapha, je me dis vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont vécues individuellement et qui posent problème, et à mon avis, ça risque de s'accentuer malheureusement. Bon, on connaît le contexte économique d'ailleurs d'aujourd'hui, et ces vulnérabilités elles tendent aussi à s'accompagner d'une certaine forme de fragmentation du lien social qu'on peut percevoir quand même, je pense, dans l'évolution aussi de l'univers des salles. Ça me fait penser au livre d'un collègue américain qui s'appelle Robert Putnam, qui avait publié en 2000 un livre aux États-Unis qui s'appelait Bowling Alone, jouer au bowling tout seul. Je crois que dans les salles, on en est là un petit peu aujourd'hui. On va s'entraîner tout seul, en fait. Et ça pose des questions aussi de rapport aux autres, de régulation collective dont on aurait fortement besoin compte tenu des problématiques qui ont été développées ce matin. En tout cas, ton propos fait écho à l'ouverture de Philippe Pujol qui décrit bien que les jeunes qui rentrent dans les trafics, etc., comment ce système exploite des vulnérabilités qui sont créées par la société elle-même. Parce que il décrivait la misère qui peut exister à Marseille. Effectivement, j'aime bien ce capitalisme des vulnérabilités. C'est une notion intéressante. Alors, moi, je vais quitter l'estrade pour
vous proposer de prendre la parole si vous avez des questions ou des remarques ou des témoignages. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louisa Hadjar. Je suis une étudiante en formation pour le moment santé, promotion de la santé. Là, je vais vous avez parlé du rapport à la douleur qui est personnel. Chacun, comment il va sentir la douleur, comment il va la vivre. Ce que je vis moi maintenant avec une proche dans ma famille. J'ai envie de savoir, est-ce que notre rapport à la douleur, comme il est différent, est-ce que ça peut aussi impacter notre personnalité? Est-ce qu'avec le temps, plus on vit une douleur chronique, est-ce que ça peut changer la personne elle-même? Est-ce qu'elle peut donner un nouveau caractère à la personne? Ce que je vois, moi, actuellement, avec cette personne, c'est qu'elle-même, elle a changé les habitudes, l'envie, les loisirs, tout ce qu'elle faisait avant, elle a arrêté de faire, et son lien à aux médicaments, à tout ce qu'elle prenait pour les douleurs, les antalgiques et autres, est devenu très, très impressionnant. On dirait que c'est une partie de cette personne qui est là, en fait. Sans médicaments, elle ne peut pas vivre normalement sa journée, ni liens sociaux, ni autres, mais son lien avec les médicaments est devenu très, très, très fort, ce qui est un peu bouleversant, en fait. Oui, tout à fait. Bien sûr que ça change. En même temps, dans votre question, vous donnez la réponse. C'est effectivement que ça modifie le comportement. La manière de gérer la douleur est propre à chacun. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, après, vous parlez d'une situation particulière. Je ne sais pas si... ce besoin, cette fixation sur le traitement est lié réellement à la peur de ne pas avoir ce traitement, ou est-ce que ce traitement suffit pour apaiser la douleur? Ça, je peux pas vous répondre. Il faudrait plutôt voir avec les médecins. C'est plutôt une dimension clinique là, qui est propre à la personne dont vous parlez. Ça, je peux pas vous répondre là-dessus. Mais effectivement, ça modifie bien évidemment. C'est ce qui est logique, et chacun a peur d'avoir mal. Voilà, on a peur d'avoir mal. On n'a pas envie aussi d'avoir mal. La question que j'allais poser, mais après une réflexion, elle est dans le même sens. Et merci du coup, et merci beaucoup à vous. Juste faire une parenthèse pour dire qu'il y a une population qui est très touchée aussi par ces questions-là. C'est la population des soignants et des médecins. Dans ma file active, moi, j'ai eu petit paquet de réanesthésistes qui s'automédiquaient et de médecins qui s'auto-prescrivaient, d'infirmières qui avaient mal au dos et qui étaient bien accro au tramadol aussi pour pouvoir aller bosser et d'être soignantes. Alors une petite réflexion, je me disais, ça allait dans le sens de ce que vous disiez, mais la question de la gestion de la douleur, au-delà même du capitalisme, moi j'ai fait donc une grande partie de ma carrière à l'hôpital, est intéressante aussi dans la façon dont on a de la traiter, et ça va rejoindre aussi ce que vous disiez. Il se trouve que j'ai travaillé aussi en équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs, pas que en addicto ou autre, où là la maladie est prégnante et où du coup on prescrit plus facilement sur le long terme. Ça n'est pas que la fin de vie, les soins palliatifs, donc des fois on reste très longtemps, pendant des années, avec des traitements, et c'est délicat pour les médecins qui se disent je sens bien que voilà, il doit y avoir quelque chose là dans le renouvellement d'ordonnances, mais c'est plus tabou de le dire quand il y a une maladie derrière. Quand même, moi j'ai eu pas mal de fois des personnes autour de moi, des collègues même, qui ont été sous traitement, sous injection pendant des mois et des mois pour des douleurs au dos. Et puis, au bout de quelques mois, elles vont voir l'ostéopathe ou le chiropracteur, elles sortent de la séance. Et puis ça va mieux. Et on a une façon de gérer quand même en France, de façon très... Vous savez qu'on peut rentrer dans un service parce qu'on a un cancer, et on sort et on ne se rend pas compte qu'en fait il y avait un problème cardiaque, on ne l'a pas vu parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe et que ce n'est pas toujours suivi. Donc on cloisonne et on saucissonne un peu les choses, ce qui fait qu'on ne voit pas toujours l'ensemble du corps. Et ça joue aussi dans notre façon de gérer les choses.
Mais également, la réponse, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Elle est très dans le médicament. Et moi, j'ai eu plein de fois des soucis avec mes collègues médecins qui me disaient, mais je t'ai envoyé une patiente qui avait des problèmes donc, de douleur aussi chroniques dans le cadre de la maladie, puis elle ne revient plus me voir. Tu l'empêches de venir me voir. Ben non. Et discuter, en fait, la douleur psychique peut aussi s'en aller et du coup, la douleur physique diminue et il y a moins besoin de traitement. Alors, pas que, hein, bien évidemment qu'il y a des douleurs très, 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 très fortes. Et alors, moi, le pont que je voulais faire avec vous, c'est quand même, et vous le décrivez très, très bien, c'est que quand on a mal, on s'enferme de plus en plus. La maladie, je ne sais pas si c'est le cas de votre proche, c'est terrible. C'est des ordonnances de 3 pages, etc. D'ailleurs, quand enfin les pharmacies vont être mises en réseau, ça va être intéressant. On va se rendre compte des ordonnances falsifiées qui bipent dans plusieurs endroits pour une même personne. Quand même, ce qu'on s'aperçoit, enfin, c'est que notre sédentarité nous tue et que peut-être, quand on a mal, au lieu de dire restez alité, ne bougez pas, il faudrait bouger. Il faudrait un petit peu plus sortir, aller faire du lien et aller à l'extérieur. Et je me faisais la réflexion en vous écoutant que j'avais pas eu tant que ça de patients dans mon histoire qui étaient très sportifs ou qui faisaient beaucoup de sport. Et je me demandais s'il y avait un lien ou pas, et si finalement c'était quand même pas encore plus que ce qu'on le pense, un facteur protecteur ou pas, ou il gère différemment la douleur, je ne sais pas. Voilà, j'avais envie de vous poser cette question à tous les deux en fait. Alors, moi, je veux bien répondre sur une partie justement des sportifs, non pas forcément sur la douleur. Je te laisserai après sur cette question-là. Il y a quelques années, j'ai fait une petite étude dans mon centre, dans mon XAPA, en lien avec un autre XAPA, avec, je ne sais pas si vous connaissez peut-être William Lowenstein, qui a fait la même chose. On s'est dit, tiens, on va voir un truc. Moi, je suis un ancien sportif d'un niveau assez élevé, et lui, il avait quelques sportifs aussi au sein de sa file active. Et on s'est fait une petite étude comme ça, mais il n'y avait rien de scientifique. Hein, on avait quelques questions et on s'est aperçu en fait que dans notre file active, on avait un certain nombre de patients qui, avant d'être tombés dans l'addiction, j'aime pas cette expression, être devenus addicts, avaient eu une pratique intensive. La question concernait la pratique intensive du sport. Et à l'arrêt du sport, il y en a beaucoup qui sont devenus dépendants d'un certain nombre de produits. Alors je ne sais pas forcément, parce qu'on n'est pas allé très loin dans cette petite étude, si c'était en lien avec des produits dopants par exemple ou pas, mais en tout cas il y avait un certain nombre et un nombre assez significatif. Hein. C'était pas un ou deux, il y avait quand même un certain nombre y compris dans son centre et dans le mien. Donc on a retrouvé cette caractéristique. Je ne sais pas si toi tu as peut-être plus de choses à dire. Oui, merci pour vos deux questions qui résonnent effectivement l'une par rapport à l'autre. Moi, j'ai beaucoup insisté ici dans ma présentation sur le côté un petit peu extrême. Forcément, quand on veut être rigoureux sur un phénomène à étudier, il faut aller jusqu'aux angles morts. Et les personnes dont j'ai parlé restent une minorité. Et je pense que vous avez raison. Dans la grande majorité, et c'est ce que je dis aussi dans le livre, l'activité sportive, s'il y avait une balance à faire, elle est largement positive. Il faut mieux aller dans les salles, faire du sport, que, comme vous dites, rester chez soi et voir les problèmes potentiels. Et c'est clair que les études médicales montrent que une pratique physique régulière, elle aide à ci ou ça. La musculation, quand on vieillit quand même, alors dans une pratique modérée, elle aide à mieux soutenir les os, le système métabolique, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment un facteur positif. Et je suis d'accord avec vous que je pense que en termes de prévention, mais ça peut aller même jusque dans les débats actuels sur les dépenses de santé, passera d'une manière ou d'une autre par cette individualisation et ce rapport au corps qu'il va falloir, par rapport auquel il va falloir inciter des gens à s'inscrire dans
dans cette dimension-là. Maintenant, ce sur quoi j'insistais aussi, c'est que on reste, non pas que je sois obsessionnel ou addict à ce terme, mais on reste dans des sociétés quand même qui ont un rapport particulier au travail avec tout ce qui va derrière. J'insiste sur ce facteur du travail. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'en particulier en France, le travail professionnel crée beaucoup de douleurs. On a un vrai problème avec ça qui produit énormément de pathologies. On n'arrive pas à s'en défaire parce qu'il y a des exigences extrêmes qu'on retrouve dans d'autres pays, mais particulièrement en France. Donc ça, c'est un problème franco-français qu'il faudrait traiter, à mon avis, pour revoir ce rapport au travail. Et ensuite, par rapport au corps médical, je pense qu'il y a un peu un rapport aussi problématique, difficile pour les médecins au sport, parce que le sport incarne ces facteurs positifs, le sport incarne ces facteurs d'entreprise de soi, de travail, qui est aussi une bonne chose plutôt que la sédentarité. Or, on voit aujourd'hui se développer quand même des sports extrêmes, le trail, l'ultra-trail. Aujourd'hui, moi, quand j'étais jeune, je parlais déjà de marathon, ce qui me paraissait énorme. Aujourd'hui, c'est sur plusieurs jours, la nuit, on traverse des déserts, enfin bref. Donc, on va pas forcément, on voit que par exemple la pathologie comme la bigorexie, une addiction au sport, a du mal à être identifiée, à être soignée par les médecins, parce que j'imagine que quand on a des consultations, où est la frontière entre l'individu qui fait du sport, qui fait peut-être beaucoup de courses, mais c'est quand même mieux qu'il fasse ça qu'il fasse rien, et l'individu qui va vraiment au-delà. On reste marqué, à mon avis, par cette culture du travail qui valorise et qui empêche parfois un diagnostic précoce sur certaines choses. Je terminerai rapidement. Ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, je ne suis pas médecin, mais quand on voit une évolution trop rapide du corps dans un sens comme dans l'autre, augmentation du volume ou perte de poids très rapide, il y a vraiment danger, parce que quand l'identité d'un individu dépend uniquement d'un seul facteur, c'est là que les dangers surviennent en fait. Question ? Bonjour tout le monde, merci beaucoup, merci pour vos exposés. Je travaille en secteur médico-social auprès des populations qui sont à la rue. J'avais une question à poser. Quelle solution préconisez-vous ? Je pense qu'on l'a évoqué ici, mais pas directement. C'est plutôt l'accompagnement par la psychiatrie, par la psychologie, je pense quelque part. Est-ce que cet accompagnement aussi, il peut être perçu, il peut être induit effectivement dans les préconisations de solutions en fait, parce qu'il me semble quelque part, il y a aussi un aspect psychique en fait à traiter. C'était ma question. Oui, c'est vrai aussi pour rebondir. Les gens qui sont à la rue parfois sont en capacité de tolérer des douleurs que des tas de gens ne supporteraient pas en fait. Il y a aussi une spécificité aussi du public de la rue que vous évoquez. Oui, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans mon exposé quand je parlais de la capacité à chacun de gérer sa propre douleur. Elle varie d'une personne à l'autre. Alors pour vous répondre, bien sûr que la dimension psy et psychiatrique est importante et quelquefois nécessaire, mais comme vous travaillez dans le médico-social, vous savez bien évidemment que les prises en charge proposées sont médico-psychosociales. Je veux dire, c'est vraiment cet ensemble, cette palette d'outils et de professionnels et cette prise en charge, alors globale, je vais dire globale, mais globale qui prend vraiment tout son sens, hein, parce que c'est un terme qui est souvent galvaudé, mais la prise en charge globale est absolument nécessaire dans ces situations-là. Ouais. Mais pas forcément que psychiatrique. Et en fait, je lance une boutade à monsieur, dont j'ai oublié le nom, monsieur Vallet, oui. Donc, en fait, pour la pratique intensive du sport, quelque part, je pense que pour les gens qui deviennent très addicts, quelque part, en fait, je pense qu'on est dans une société, lorsqu'on parle de prise en charge psychique, psychiatrique, on voit toujours le côté négatif des choses. Mais je pense qu'effectivement, un accompagnement psychothérapeute pour beaucoup de choses, par exemple pour la pratique du sport, je pense que quelque part, ça peut favoriser effectivement une approche aidante en fait pour les personnes qui ont des difficultés effectivement avec le rapport au sport, qui se font mal. Quand je fais le parallèle avec les gens de la rue, effectivement, on peut se faire pour les médicaments. Certains aussi vont aussi jusqu'à se faire mal effectivement pour avoir cette possibilité effectivement de se faire prescrire ces médicaments, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc il
il y a un rapport quand même quelque part. Quand je vois le sport ici, quand je vois que effectivement, j'ai connu des gens effectivement dans la pratique du sport, c'était plus le sport, il n'y avait plus le plaisir, mais c'était plutôt le rapport qu'il y avait. Je percevais quelque chose qui était de l'ordre du psy en fait. Donc je pense qu'il y a cet élément qu'il faut prendre en compte aussi peut-être. Oui, tout à fait. Je vais laisser Guillaume vous répondre, mais effectivement, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la douleur qu'on observe et qu'on ressent si on ne fait pas de sport. Si on arrête cette pratique intensive, c'est ça aussi. L'addiction, la bigorexie, c'est ça aussi. C'est à un moment, ne pas pratiquer de ce sport de manière intensive, vous êtes en souffrance. Vous êtes mal. Donc effectivement, il y a une dimension psychique. Mais je vais te laisser peut-être compléter là-dessus. Merci. Oui, tu as dit déjà beaucoup et de choses très, très importantes. Donc, je compléterai simplement. Effectivement, cet accompagnement psychologique, ou plus, il est indispensable parce qu'on est souvent et trop fréquemment renvoyé à soi-même et il y a parfois une difficulté d'en prendre conscience et de l'accepter. Surtout que pour le sport, pour des raisons physiologiques, on parlait tout à l'heure d'endorphines ou sociales, on est très marqué par la recherche du plaisir et même à travers la douleur, en tout cas dans le sport que j'ai décrit jusque-là, parce qu'on va la rechercher. Et puis, pour revenir à votre première intervention, c'est vrai qu'on voit se développer aujourd'hui des espaces, ce qu'on appelle de street workout, où on peut faire du sport à l'extérieur. Et c'est parfois, moi j'avais vécu ça lors d'une interview à Montreuil. Alors je montre, c'est par là, je ne situe pas du tout la région parisienne, c'est peut-être l'autre côté, mais bref, à Montreuil, un peu plus quoi. Mais où, voilà, des sans domicile fixe, par exemple, pour eux, c'était important pour discuter avec eux d'avoir cet espace-là parce qu'ils pouvaient rencontrer d'autres personnes. Alors certes, très circonstanciées, après j'imagine qu'ils vont pas faire leur journée ensemble, mais rencontrer des personnes et se donner un petit peu une image positive d'elles-mêmes à travers le corps et donc une certaine forme aussi d'impact positif psychique attendu, bénéfique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudra des salles, des lieux de street workout partout pour résoudre ces problèmes, mais tout simplement dire que, encore une fois, on retrouve cette problématique du rapport au corps qui peut chercher à être d'une certaine manière émancipatrice, en tout cas plus sociale et donner un sens psychique aux individus intéressant, enfin plus intéressant. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez, puis notamment l'intervention de Mélissa tout à l'heure. Et en fait, en fin de compte, Dorothée Pierrard, donc je suis la directrice du Caru d'Ego et d'Oudoville de l'association ROR. Et donc, en fait, c'est qu'il y a aussi tout un panel voilà, de pistes qui existent et se dire aussi qu'il n'y a pas forcément que des solutions médicamenteuses. En effet, enfin, je veux dire, les médicaments, et enfin voilà, tu parlais tout à l'heure, Moustapha, des traitements de substitution aux opiacés et autres, mais c'est une avancée magnifique. Enfin voilà, il y a plein de médicaments qui sont très utiles et dont on se sert, mais après, il y a plein d'autres choses qui peuvent aussi ou qui ne peuvent pas se soigner justement par les médicaments. Et là, donc, il va y avoir plein d'alternatives thérapeutiques, mais qui peuvent être, voilà, c'est ce que nous faisons pour beaucoup dans les centres dans lesquels on accueille les consommateurs de drogue et notamment de crack. Parce que par exemple, sur le crack, il n'y a pas la substitution médicamenteuse. Donc, il va falloir travailler d'une autre façon. Et ça peut être justement faire de la cohérence cardiaque. On fait par exemple de l'auriculothérapie. Monsieur, vous parliez tout à l'heure à côté de moi, mais ça peut être aussi justement du soutien psy, ça peut être aussi des ateliers, du travail en groupe. Nous, par exemple, on fait beaucoup de sport avec les personnes. Alors, en effet, on a aussi des anciens sportifs, Moustapha, tu le disais, mais oui, on a vraiment de haut niveau qui fréquentent nos centres. Mais aussi, en fait, on a plein de personnes à qui ça fait du bien parce que c'est un autre rapport au corps. On avait par exemple, à un moment, on avait des ateliers à la piscine. Mais en fait, ça, c'est assez fantastique, parce que ça permet de travailler sur, en effet, la représentation, parce qu'on est souvent avec des personnes qui ont des corps très abîmés. Mais aussi, c'est une sensation différente d'être dans l'eau, de redécouvrir son corps. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a... Il y a les médicaments, bien sûr, mais après, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans nos différents centres, de développer voilà, des alternatives thérapeutiques non médicamenteuses. Merci. On est d'accord. Oui, merci Dorothée d'avoir précisé. C'est vrai que c'est une partie que je voulais aborder que je n'ai pas fait. Merci pour le complément.
Oui, juste rapidement aussi, et ça correspond aussi à votre question, la balance est forcément positive aussi pour moi, parce que le sport, c'est plus que des techniques, c'est un mode de vie potentiellement aussi, c'est une organisation. Donc vous allez travailler de nouvelles sensations, vous allez essayer de mieux vous organiser, mieux vous alimenter, changer peut-être aussi certaines conduites forcément. Donc ça fait partie, je suis tout à fait d'accord, de thérapie potentielle, en tout cas soit de façon curative ou en tout cas largement préventive. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je suis Muriel Capet, je suis coordinatrice prévention à la ville de Montreuil, dont vous parliez tout à l'heure. Moi, j'avais une question peut-être un peu basique. Dans le cadre des addictions et de la consommation des produits psychoactifs, il y a toujours la référence au plaisir, à la recherche du plaisir. Et tout à l'heure, vous avez dit que très rapidement, ce plaisir s'atténue pour ne même plus exister. Mais malgré tout cela, la dépendance s'installe et du coup, ce mécanisme de on recherche quelque chose qui s'arrête et malgré ça, on continue à être dépendant des produits. Alors, je sais qu'il y a des actions chimiques de dépendance, qui sont médicales, mais du coup, j'ai du mal à comprendre ce basculement entre la fin de ce plaisir et la persévérance de consommation des produits. Voilà, c'est un peu... Parce que ça ne s'arrête pas brutalement, hein, ça s'installe progressivement. Mais il y a néanmoins cette recherche, cette volonté d'essayer de retrouver ce plaisir qui a été au début, en tout cas pas forcément la première fois, parce que consommer des opiacés, au tout début, c'est très désagréable. Ça donne des nausées, des maux de tête, ça fait vomir, etc. Mais néanmoins, il y a une forme de plaisir. Et il ne la retrouve pas. Celui-là ne le retrouve pas. Ils ont toujours, il y en a qui aiment consommer des opiacés, qui aiment la sensation d'être un peu sédaté, etc., qui aiment cette sensation-là. Mais ils ne retrouvent pas, mais ils la recherchent. Donc il y a cette recherche de plaisir qu'ils ont connue à un moment, qu'ils ne retrouvent pas. Voilà. Il y a effectivement une dépendance physique qui s'installe, mais il y a cette recherche-là, quand même. Et il est 12h30. Excusez-moi. Donc, on va clore ici. Puis je vous remercie, Guillaume Vallée et Moustapha Ben Slimane, pour votre interventions qui ont été très riches. Merci de votre attention. C'était un plaisir. Merci au public, merci à vous, merci pour l'organisation. En lien avec juste ce qu'on vient de dire en conclusion, quand même vous dire qu'à Paris, on a des maisons sport santé et que c'est exactement la réponse à tout ça. Et on essaye d'ouvrir d'ailleurs à la psychiatrie. Donc vous pouvez envoyer les personnes que vous accompagnez. On peut se faire prescrire de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire avec des personnes qui vous aident quand vous ne faites plus d'activité physique à reprendre en douceur, parce que là on a parlé du sport, mais la marche, meilleur antidépresseur et anxiolytique, tout aussi efficace, et on peut commencer par ça. Donc c'est super intéressant, ça commence à se développer. Bon appétit.